OK, on va commencer ce webinaire à la découverte, d'Azure, donc webinaire du 28 avril. Donc l'objectif, hein, c'est clairement, de faire une overview de ce qu'est Azure, de démystifier, on va dire, de démystifier, l'offre Azure. Pour cela, on a pris quelques, comment dire? Quelques raccourcis. On a pris quelques libertés, on va dire. Donc si certains d'entre vous sont des architectes aguerris, je pense il y aura quelques imprécisions, mais c'est volontaire, d'accord? Donc voilà. Alors allons-y sur déjà une petite présentation sur qui sommes-nous. Nous sommes Querio, donc globalement, on a été fondé en 2019, on est actuellement environ 25 collaborateurs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est des pure players Microsoft et partenaires Microsoft, bien évidemment, d'accord? Donc on est basé à Strasbourg et à Paris. Et donc voilà, globalement, nos activités, hein, on va faire relativement court sur cette partie, on n'a qu'une demi-heure. Nos activités, c'est d'une part la transformation digitale, donc la modern workplace. Donc cette modern workplace, finalement, c'est l'environnement de travail des collaborateurs déjà, pour commencer, mais c'est également la dématérialisation de processus, le fait de digitaliser les process et de sortir finalement de ce qu'on appelle, nous, la bureautique 1.0, du tout mail, du tout partage de fichiers et compagnie. Donc, on accompagne nos clients dans la transformation digitale de leur activité. Et forcément, au cours de cette transformation digitale, lorsqu'on digitalise des processus et des applications et des métiers, eh ben, effectivement, on est également créateur d'applications métiers, donc des applications d'entreprise, de l'intégration d'applications aussi tierces pour avoir des process, on va dire, uniformisés, des solutions mobiles et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Et évidemment, on dispense aussi des formations dans ce cadre-là. Globalement, bon, on va pas citer les clients, hein, mais dans les grandes lignes, on a un parc d'environ une centaine de clients, principalement des ETI, quelques PME, quelques grands comptes. Donc effectivement, la digitalisation, c'est pas tant une histoire de taille qu'une histoire d'état d'esprit. Donc nos récurrents en termes de métier, hein, c'est souvent le manufacturing, hein, avec Faurecia, Renault et compagnie, l'assurance, les médias et également le public. D'accord? Et on adresse également en termes de population, pas uniquement des usagers bureautiques, mais également des frontline workers. Alors, commençons par positionner Azure dans l'offre Microsoft. Alors, dans l'offre cloud Microsoft, on va distinguer en haut à gauche la suite Microsoft 365. Donc là, c'est vraiment la modern workplace. La modern workplace, donc avec Teams, OneDrive, SharePoint, la suite Office, qui est déjà un premier levier de digitalisation, effectivement. Ça offre des outils flexibles, agiles pour travailler en collaboration. Et c'est la première partie aussi de la digitalisation de certains processus. Lorsqu'on veut aller plus loin, on va retrouver au centre la Power Platform. La Power Platform, c'est la suite de solutions low-code de Microsoft. Donc, c'est comment mettre en place de manière simple, sans code, des process, des applicatifs, des chatbots, voire de la BI pour exploiter la donnée de l'entreprise. D'accord? Donc, ça, c'est le second niveau, on va dire, d'outils qu'on va avoir pour couvrir des métiers et répondre à des besoins. Et ensuite, on va retrouver en bas à droite la partie qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, la partie Azure. D'accord? Donc Azure, c'est effectivement une grande palette de services cloud avec tout ce qu'il faut pour créer des applications et répondre à des besoins. Alors, on va voir il y a plusieurs facettes à Azure. On va juste redéfinir, hein, tout à l'heure l'infrastructure à ce service, le plateforme à ce service et la notion de microservice ou du function à ce service. D'accord? On va se focaliser là-dessus. OK? Donc, Microsoft Azure, c'est donc une plateforme de cloud computing. Donc, dans les grandes lignes, déjà, on a une première facette qui est la facette IaaS, Infrastructure as a Service. Donc là, globalement, imaginez-vous, c'est une salle serveur dans le cloud. Le matériel et tout ça, vous ne vous en occupez pas, mais par contre, vous demandez, voilà, à ce qu'on vous crée un serveur, vous y installez vos logiciels, votre OS, etc. Vous gérez tout le reste. D'accord? C'est également le stockage de fichiers, etc. Donc ça, c'est les couches basses, on va dire.
Aujourd'hui, on ne va pas se focaliser là-dessus parce que c'est de l'infrastructure. C'est une forme de, on va dire, la partie tuyauterie, d'accord? Vous gérez tout sauf le matériel. Ensuite, ce qui va nous intéresser vraiment aujourd'hui, parce que c'est souvent flou pour nos clients, et c'est vraiment la genèse de cet atelier, c'est les aspects PaaS et FaaS. Donc, plateforme as a service et functions as a service. Okay, donc, en gros, ici, on va acheter juste de quoi exécuter ce dont on a besoin. Donc, bonjour, je veux une base de données SQL. On a une instance SQL. Je veux héberger une logique métier, un bout de code. OK, on héberge son bout de code, on le fait tourner. On ne se préoccupe plus du tout de l'OS, des mises à jour, etc., même du réseau parfois. On va juste utiliser des services. J'ai besoin d'intelligence artificielle, de détecter des images. OK, j'ai un service, je l'utilise, ça me coûte temps et temps. On reviendra sur la partie. D'accord? Ça, c'est cette partie qui nous intéresse énormément aujourd'hui parce qu'elle est extrêmement flexible. Elle peut faire couvrir des petits besoins, des très gros besoins, et elle est complètement élastique. D'accord? Et le dernier volet, hein, c'est le software à ce service. Donc là, c'est pas Azure, hein, mais c'est juste pour faire le lien. Hein, c'est Microsoft 365, par exemple, c'est un software à ce service. J'utilise Outlook. OK, j'ai une boîte mail. Je ne m'occupe pas du tout de ce qu'il y a derrière. J'utilise le service en tant que tel. C'est utilisable out of the box. Et ensuite, en dessous, hein, bien sûr, il y a des briques transverses à tout ça qui permettent de gérer la sécurité, le monitoring hein, de toutes ces choses qui tournent dans le cloud, le développement, bien évidemment, hein, vous l'aurez compris, hein, la suite Azure est plutôt orientée autour des développeurs, des concepteurs d'applications et de solutions. Et évidemment, il y a aussi toute la notion d'identité avec Active Directory, Azure Active Directory, qui va gérer et piloter l'identité des différents acteurs de ces applications. D'accord? Je vais laisser la parole à Laurent, donc, qui va nous présenter la partie un peu détaillée. À toi, Laurent. Merci Adrien pour cette introduction. Alors, maintenant qu'on a un peu vu les différences entre le PaaS, le FaaS, le SaaS et le IaaS, donc on va se focaliser sur le PaaS et le FaaS afin de voir comment est-ce qu'on peut construire des applications qui soient à la fois flexibles et agiles et avec un minimum d'infrastructure. Donc, Adrien l'a dit en introduction, on va volontairement vulgariser certains termes que l'on va utiliser pour les calquer un peu à l'application classique que l'on connaît, qui sont pas forcément adaptés à 100 à Azure, mais qui aideront bien le discours de vulgarisation. Donc, on voit sur le petit schéma en dessous, à partir d'un client, comme dans une application web classique, sur un navigateur ou sur une application mobile, qu'on va interroger un front. Lui-même va ensuite interagir avec un back. Ce back va pouvoir orchestrer des flux entre la récupération de données, l'ajout de données ou bien l'interaction avec différents services d'IA notamment ou d'objets connectés. Et ensuite, on pourra également, bien sûr, se connecter, interagir avec des systèmes on-premise sur vos serveurs à l'aide des Azure Data Gateway que nous propose Azure. Donc si on prend le point de départ, c'est-à-dire le côté front, on va avoir différentes possibilités. On va pouvoir créer des Azure Web Apps qui vont nous permettre de réaliser des web services, des sites web ou des applications mobiles dans n'importe quel langage qu'il nous faut, que l'on veut utiliser. On va également pouvoir partir avec un IoT Hub qui est en fait la gestion d'une flotte d'objets connectés qui va permettre de définir pour chaque objet connecté quelles actions on veut réaliser une fois qu'on a interagi avec eux. On a également l'API Manager qui va nous permettre d'exposer des API de notre système d'information. Et ces 3 possibilités-là, on peut également poser par-dessus du Kubernetes ou du Docker pour le développement. Avec tout cela, on a une couche de routage et de flux afin d'optimiser les performances simplement avec du paramétrage, mais sans infrastructure à proprement parler, avec soit du load balancing, des CDN ou bien encore du cache qui nous permettent d'optimiser les performances de notre front. Ce front-là, il va appeler un back. Le back, il va être orchestré par le Logic App qui est son chef d'orchestre.
et qui va pouvoir, appeler des tâches, différentes tâches, soit des tâches natives qu'Azure nous propose, soit, des Azure Functions qui vont nous permettre de réaliser des petits, développements spécifiques propres à votre métier et qui vont s'exécuter dans le cloud sans aucune infrastructure à gérer. Cette logic app vont aussi également pouvoir rappeler tout un panel de systèmes de messagerie comme, des SMS, des emails ou des notifications mobiles, toujours encore sans infrastructure à gérer derrière. En plus de ça, il y a, Azure nous propose différents services d'intelligence artificielle, natifs, avec, peu de paramétrage qui nous permettent, comme le Cognitive Services, d'avoir de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance faciale, extraire des données de vidéos ou bien, en temps réel d'ailleurs aussi les vidéos, ou bien encore faire de l'analyse de texte pour récupérer des sentiments, par rapport au texte. On va également avoir l'Azure Bot Service qui va nous permettre de mettre en place, un bot, pour que l'utilisateur puisse interagir avec lui, sous forme de Q&A. Et enfin, si vraiment on veut aller plus loin, si les différents scénarios ne répondent pas à nos besoins, on peut aller vers de l'IA plus poussée avec de l'Azure Machine Learning ou du Stream Analyzer. Cette orchestration, la logic app, elle va, du coup, récupérer des actions de l'utilisateur sur le front et elle va, soit, récupérer des données, soit, les persister. Donc on va avoir, différentes, possibilités, en tant que données brutes avec des bases de données relationnelles comme l'Azure SQL ou bien une base de données non relationnelle comme le Cosmos DB. Également, il va être possible de stocker des documents, soit à l'aide du blob storage, soit, alternativement avec, un site SharePoint, sur lequel, on va pouvoir déposer des documents et qui est un petit peu plus user-friendly pour les utilisateurs. Puis derrière, on va pouvoir écrire toute une histoire de BI avec, notamment, les données brutes qui sont dans les bases de données, un ETL qui serait ici la data factory qui va collecter les données, qui va les contrôler et qui va les mettre en forme, les transformer, sous une certaine forme et qui va les transmettre à une data warehouse. Ici dans Azure, c'est ce qu'on appelle le data lake, qui va permettre de stocker un grand volume de données et qui va les mettre à disposition, à un système d'exploitation comme, un Power BI qui va, nous permettre de créer des dashboards, d'analyser, les différentes tendances, de notre data lake. Notre application, maintenant qu'elle a ces 3 grandes briques, classiques, on en a également besoin de services transversaux. Les services transversaux que l'on peut avoir, ben, Adrien en a déjà parlé, ça va être l'Active Directory pour gérer tout ce qui est référentiel d'identité, que ce soit, interne ou externe, ou bien aussi vers des plateformes, d'identity provider tels que, Google, ou autres. On va également vouloir, avoir de la télémétrie sur notre application pour pouvoir gérer, les performances de celle-ci, voir la volumétrie des requêtes qui passent, voir, l'utilisation tout simplement de notre application, à quelle fréquence. Tout ça, ça va être possible avec l'Azure App Insight. Ensuite, comme on est sur du PaaS et du FaaS, hem, le coût est un enjeu majeur, de voir l'évolution du coût, de pouvoir le gérer via le Azure Cost Management. On va pouvoir définir des alertes, des budgets à ne pas dépasser, afin de réellement voir qu'est-ce que notre application consomme et de pouvoir ajuster aux besoins. Et de pouvoir voir aussi si des fois il y a des pics de consommation, à certains moments, par exemple en début de mois où il y a beaucoup de personnes qui utilisent notre application, puis au cours du mois qui est moins utilisée. Et enfin, on a quelques autres services, plus classiques avec les backups ou les key vaults, qui vont nous permettre, soit de sécuriser notre application, d'un point de vue, backup, soit les sécuriser, de sécuriser nos mots de passe, nos secrets ou nos certificats dans un coffre-fort. La plateforme Azure c'est principalement pour les développeurs avec également, une plateforme annexe qui est l'Azure DevOps,
qui va nous permettre d'avoir une boîte à outils pour les développeurs. Quand un développeur va avoir une nouvelle tâche, il va pouvoir la déposer dans un board afin de planifier et de faire le suivi des tâches. Quand il va prendre une nouvelle features, par exemple, pour une application, il va la réaliser sur son poste et ensuite il va, une fois qu'il pense que c'est bon, il va la déposer sur un repository, donc qui est le contrôle de code source de chez Microsoft, l'Azure DevOps Repo. Une fois que c'est déposé, ça va aller, déclencher un plan de test via l'Azure DevOps Test Plan, qui va nous permettre de réaliser toute une série de tests unitaires et qui va, si tout est, concluant, heu, démarrer un pipeline qui va nous permettre d'automatiser tout le déploiement de notre application et aussi de suivre, tout ce qui est, ALM du style, dev, UAT, production. Une fois que notre, code est déployé, on revient à ce qu'on a discuté juste avant, l'application Insight, qui va nous permettre de diagnostiquer et observer le fonctionnement de cette nouvelle, features en regardant si tout fonctionne bien, si elle est utilisée, si ça n'a pas eu des effets de bord, en termes de performance ou autre. Puis ensuite ça revient vers le développeur qui, soit continuera sur d'autres tâches, soit hem, qui surveillera l'application grâce à l'application Insight. Donc, on en a déjà discuté avant, il y a le cost management qui est un point important. Et maintenant, Adrien, est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne? Tout à fait. Merci Laurent. Donc effectivement, là on a vu, on a tout ce qu'il faut pour exposer notre application à des clients, hein, qu'ils soient humains ou robots, pour faire une logique métier, pour stocker, transformer, exploiter la donnée. On a ce qu'il faut pour piloter et on a également ce qu'il faut pour créer les applications et en gérer la gestion. Maintenant, évidemment, tout ça n'est pas gratuit, hein, évidemment. Donc, en gros, c'est des services qui, globalement, vont avoir différents leviers de facturation. Donc, il y a des plans par consommation, coût à l'appel, au temps, etc. Vous faites un bout de code qui vous fait un calcul scientifique pour une raison X, Y, Z. Ben voilà, il va y avoir un coût à l'appel, au temps d'exécution, et voilà, vous allez être facturé tant et tant. Donc ça va se compter parfois en centimes, voilà, et voilà. Ça, le coût à la consommation, c'est quelque chose de très important parce que c'est ça qui aussi offre de la flexibilité. Contrairement à un serveur qui tourne 24 heures sur 24 et que vous payez 24 heures sur 24, bah, le coût à la consommation, c'est bah, quand il y a du monde, je paye parce que ça s'exécute, et puis quand il n'y a personne, voilà, je n'ai pas de facturation. D'accord. Après, on a également des coûts par ressource, des plans par ressource. C'est-à-dire, on va dire, je veux payer un fixe, mais voilà, pour tel quota de performance. Donc ça, c'est également une autre approche qui permet effectivement de gérer peut-être plus finement sa consommation et dans certains cas d'avoir peut-être une meilleure réactivité parce que la capacité, la ressource est déjà réservée. Il y a évidemment aussi comment dire, de la facturation par volume, c'est-à-dire qu'il y a un coût de stockage, un coût de transfert réseau, etc. Je prends une base de données, bah forcément, je ne paye pas pareil si je stocke 1 giga de données que si j'en stocke 10 Tera, par exemple. D'accord. Donc, tout ça, ces solutions, elles sont donc élastiques, elles sont donc modulables et donc elles sont effectivement facturées selon ces facteurs-là. Et effectivement, on a aussi des cas où c'est les trois facteurs qui influent, l'accès à la base de données, le nombre d'écritures et sa capacité de stockage. Il y a une calculatrice, hein, mais voilà. Alors, ce qu'on voit là, ce qui est très important de comprendre, c'est que l'aspect financier, en fait, bah, ça devient une nouvelle facette de la conception architecturale des solutions. Initialement, quand on développait en on-premise, en local, etc., le développeur ne se préoccupait pas tant du coût de run, on va dire, de sa solution. L'architecte, voilà, il s'en préoccupait, mais de manière différente. Là, il faut faire ses choix en fonction aussi de, voilà, bah, si j'optimise de telle manière, si je rationalise, bah, je vais payer moins à l'exécution. Si j'optimise mon code, qu'il est plus rapide, qu'il est moins lourd, je vais payer exactement aussi moins, etc. Donc, du coup, les coûts de fonctionnement, bah, du coup, ça devient vraiment l'affaire de tous. C'était déjà vrai dans le passé, mais là, c'est particulièrement vrai vu qu'on a un pilotage beaucoup plus fin des ressources. D'accord. Donc, toutes ces ressources, tous les services qu'on a vu apparaître lors de cette présentation de la grosse boîte à outils, on va dire, eh ben, en gros, ils sont associés à des souscriptions. Les souscriptions, on va dire,
simplifier, c'est une sorte d'unité de facturation, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, quand vous avez une application, on se dit: «Bah, tiens, mon application, elle coûte tant et tant». Bon, ça, c'est la base. Mais, quand on va avoir un panel d'applications, je pense notamment, voilà, bah, des applications métiers. Tiens, j'ai un panel d'applications avec toutes mes applications de prod, toutes mes applications, RH, mes applications, B2B, mon portail extranet et cetera. Donc on développe plein de solutions à travers l'entreprise. Donc on va pouvoir ensuite les organiser, les découper, on va dire, en souscription et en groupe de management pour, d'une part, en gérer bah, les permissions aussi, hein, quelles équipes peuvent œuvrer, quelles équipes peuvent travailler. Hein, je parle plus de permissions d'administration, mais également pour, on va dire, estimer les coûts par grande application en vue éventuellement d'en faire une facturation différenciée. Bah tiens, on a fait une application de gestion des entretiens annuels pour les HR, c'est eux qui vont payer le coût de fonctionnement sur leur budget parce que l'IT est en mode centre de profit. Voilà, ça va être ce genre d'organisation-là qu'on peut faire et donc il y a évidemment la mise en œuvre, une réflexion à avoir sur ces sujets-là. D'accord? Donc, un coût à l'exécution assez flexible et la capacité à ventiler, on va dire, les coûts en fonction des usagers et voilà. On va quand même, histoire de rendre la chose un tout petit peu moins théorique, vous faire une petite démonstration. D'accord? La démonstration vise à illustrer finalement bah, le fait qu'on peut faire des choses rapidement avec des briques préconstruites. D'accord? Donc, pour cette démo, alors c'est basé sur un cas réel là, très simplifié, mais là, on s'imagine qu'on veut aider au community management. Imaginons, vous avez différents flux, Twitter, etc., où vos clients peuvent faire des choses, poster des commentaires, des avis, etc. Vous avez un site web où vous avez des avis en dessous, etc. Vous avez même de l'interne. Hein. Là, en l'occurrence, on va utiliser Yammer. Voilà, on va se baser là sur les services cognitifs d'Azure. Donc, ces services cognitifs, c'est des services qui fournissent des briques d'IA pré-packagées, hein, complètement pré-packagées, prêtes à l'emploi, simples d'emploi, sans être mathématicien, algorithmicien ou je ne sais quoi. Donc, voilà, je suis prêt à utiliser. Donc, l'idée, c'est que quand il y a un nouveau message, on analyse le sentiment de ce message. Donc, est-ce qu'il est positif, négatif, content, pas content? Et si jamais quelqu'un se montre un petit peu plus véhément, donc insultant, on a une alerte un peu plus forte, voire, bon, là, c'est pas le cas, une suppression directe du message. OK? Donc, pour réduire le prise en charge de la situation, on va se reposer sur l'IA pour aider un community manager. Donc, on va employer quoi? On va employer le GCAPS qui va orchestrer le traitement des messages. Le message arrive, est-ce qu'il est positif? Oui, non. S'il n'est pas positif, je lève une alerte. Et on va utiliser Connective Services, donc le Content Moderator, qui va détecter des propos injurieux, par exemple, et le Text Analysis, qui lui va plutôt détecter content, pas content. Voilà. Donc je vais laisser Laurent nous partager le cas d'école. Donc là, on est sur du Yammer hein, pour simplifier la chose. Voilà. Voilà. Alors là, effectivement, pour simplifier la chose, on est allé sur du Yammer et c'est un utilisateur qui va, par exemple, apprécier, la nouvelle, thématique à la cantine avec, les pizzas le mardi. Donc nous, derrière, on a une logic app qui va analyser ce message, là, qui va récupérer le message et qui va le passer dans 2 branches parallèles. Une branche qui va vérifier s'il n'y a aucun, terme injurieux ou blessant. Ici, c'est pas le cas, parce qu'on a eu un très beau message qui est tout simplement: «Très bonne idée cette journée à thème à la cantine, j'ai adoré une pizza du mardi dernier». C'est correct. Donc plutôt content. Et une deuxième branche en parallèle qui va vérifier si, alors je vais peut-être dézoomer un peu, qui va vérifier, le sentiment du message pour pouvoir répondre automatiquement, une réponse, donner une réponse automatiquement selon le sentiment. Donc ici, c'est plutôt un sentiment général positif avec des scores, par rapport à la confidence, de l'outil. Et par rapport à ces sentiments, on va pouvoir répondre, tout simplement, là, on va like en l'occurrence, on va liker le message et on va, poster un message de remerciement pour le retour. Donc ça, c'est notre, 1er cas.
Ensuite, on a un deuxième cas qui est un peu moins sympathique. On va avoir, une personne qui va se plaindre et qui va dire qu'il n'a pas trop apprécié la nourriture aujourd'hui et alors désolé pour le terme, mais la cantine, c'est de la merde. C'est ce qu'il a répondu. Donc notre logic app ici, elle va détecter alors encore une fois, c'est zoomé sur l'écran. Elle va analyser le message, elle va détecter, le message. Donc là, ici, elle va détecter qu'il y a un message injurieux et elle va directement alerter un modérateur en lui disant: «Voilà, attention, il y a dans le Yammer, compagnie, il y a un message qui a été détecté où la personne n'était pas très très contente et il y a un terme, injurieux». En parallèle, on va également analyser du coup, le sentiment. Ici, c'est clairement négatif. Hem et du coup, bah, par rapport à ce sentiment, on va pouvoir adapter notre réponse en lui disant: «Désolé, que vous avez pas aimé votre expérience à la cantine, on va, vous contacter pour voir comment est-ce qu'on peut, remédier à cela». C'est ce que l'on a ici sur nos 2 messages. On a bien la réponse automatiquement et l'autre message automatiquement avec le j'aime. Voilà, donc là, on voit qu'on est sur, bon, une bonne illustration, on va dire. On est même là, dans ce cadre-là, on est même sur du low code. Est-ce qu'on Oui, a écrit une ligne de code là pour faire ça? Non, hein, pas une finalement, seule, non. pas trop, Non, hein, donc voilà. Bien sûr, dans d'autres scénarios, évidemment, on écrit des lignes de code, mais voilà, vous avez cette possibilité, voilà, d'orchestrer, de consommer des services de manière assez simple, effectivement et puis, voilà. On approche, à 1 minute près, on va dire, la fin de ce webinaire découverte. Donc j'espère effectivement que ça vous a plu. Donc on était évidemment dans la partie, découverte. On fera d'autres webinaires un petit peu plus, velus techniquement, on va dire, sur différents aspects. Je ne sais pas s'il y avait des questions particulières. J'ai pas vu dans le chat, non, j'ai pas vu de grandes questions. Donc voilà, est-ce que Laurent, tu peux juste me mettre la page de contact à la fin? Voilà. J'y ai presque. Ouais, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on développe régulièrement ce type de solutions, des solutions full Azure, des solutions Azure qui sont là pour compléter, augmenter d'autres applicatifs ou des solutions d'intégration. Donc, voilà, vous avez tout ce qu'il faut ici. La session a été enregistrée et on vous remettra évidemment la possibilité de télécharger l'enregistrement ainsi que le support. Voilà, voilà, il est midi pile, donc juste à temps. J'espère que vous nous avez bien entendus, hein, j'ai pas vu de message dans ce sens-là, mais en tout cas, voilà, on espère que nos problèmes de connexion vont se calmer. Merci à tous et je vous souhaite évidemment un excellent appétit.